stratégie de gestion de crise du coronavirus. Aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est qu'on aborde une partie stratégique, mais alors vous allez le comprendre, une partie stratégique qui est vraiment dédiée à la PME. La stratégie, souvent, ça fait peur. C'est des contextes, enfin, c'est des concepts assez généraux. Là, on va vraiment, l'objectif de cette… Alors, c'est un vrai parti pris, c'est de voir comment on peut transformer une stratégie en action. Alors, brièvement, tout d'abord, je me présente. Donc, moi c'est Benoît de Cuverville, donc société Rewind9. Donc, moi, j'interviens dans un parcours de l'IRCE qui est accélérer son business. Au passage, je vous recommande vivement les parcours de l'IRCE parce que personnellement, j'en suis très emballé et fort promoteur d'ailleurs. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis un pur produit de la PME et de l'ETI que je fréquente depuis un peu plus de 20 ans, à la fois en France et à la fois à l'étranger. Que j'ai fréquenté en tant que salarié et également en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai créé en 2000 une agence digitale, une agence marketing digitale, que j'ai revendue un peu plus tard en 2010. Voilà, donc j'ai eu différentes fonctions, marketing, commercial, stratégie, organisation, mais toujours dans un contexte de PME et d'ETI. Et en fait, je le mets en avant parce que j'ai toujours cette volonté d'être très pragmatique dans l'approche. Le marketing, la stratégie, c'est des mots qui font peur, et ce que je comprends. Or, dans la PME, ce n'est pas des gros mots, bien au contraire. Donc, moi, ce que je voudrais qu'on voit, la vocation, enfin, la volonté d'aujourd'hui, c'est de voir comment, effectivement, on peut parler de stratégie dans la PME et vraiment la mettre en pratique. Donc, ce que je vous propose, pour commencer, c'est qu'on fasse un petit sondage bref. Ça passe à la suivante. Voilà, pour savoir quelle est votre démarche aujourd'hui vis-à-vis de la stratégie dans votre PME. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie à 3-5 ans? Ça, c'est la première question. Donc, je vois que ça a été lancé. Je vous laisse y répondre. Alors, juste petite précision, je suis désolé, j'ai pas fait mon travail comme il faut. Bien entendu, vous pourrez poser les questions, alors principalement à la fin. N'hésitez pas, vous avez la conversation, donc en bas de votre écran, vous avez la possibilité effectivement de converser, de nous poser toutes les questions. Et nous y répondrons. Je vais essayer de filtrer au fur et à mesure les questions pour pouvoir ensuite les poser à Benoît en fin de séance. Je vous invite également pendant l'intervention de Benoît de couper vos micros. Donc, vous avez la possibilité, quand vous bougez votre souris, en bas à gauche de votre écran, vous avez effectivement la petite icône du micro. Je vous invite à le mettre en muet pour qu'on n'ait pas de bruit de fond et que ça soit plus convivial pour tout le monde. Voilà, je pense qu'a priori, vous avez tous, non, presque tous répondu. Pour l'instant, une majorité, 68% d'entre vous avaient déjà défini la stratégie de votre entreprise à 3-5 ans. OK, donc bon, très intéressant. 2/3. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est ensuite de voir la deuxième question, la question subsidiaire, qui est: est-ce que vos équipes ou votre équipe est capable aujourd'hui de la formuler, cette stratégie, précisément, donc dans les termes dans lesquels vous l'avez définie, et spontanément? Alors, je vais… Hop. Voilà. J'espère que l'intitulé est clair. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'ils sont capables de reformuler donc, dans les termes dans lesquels vous l'avez défini et spontanément. C'est-à-dire, là, j'interroge un de vos salariés maintenant, est-ce qu'il sera capable de me dire quelle est votre stratégie? Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Donc là, il y a une différence, effectivement, quasiment, ouais, 70%. Qui répondent non. Voilà, je ne sais pas si tu vois, toi, les Oui, je les résultats. vois. Je vois effectivement, là, on a 72% des répondants pour l'instant. OK. Bon, de toute façon, on va sans doute rester à peu près dans ce ratio-là. Ce n'est pas surprenant. Oui, non, tout à fait. OK, ouais, on est dans le même ratio. On est à peu près 30-70. Tout à l'heure, on était à 34-66. Donc, on est à peu près dans un ratio de un tiers, 2/3. Donc voilà, ce n'est pas tellement surprenant. Comme je vous l'ai dit, j'ai une expérience d'un peu plus de 20 ans dans la PME, donc c'est un constat classique. Donc soyez pas surpris, c'est plutôt rassurant. Je pense que vous êtes au bon endroit aujourd'hui, dans le bon webinaire, pour adresser ces questions de stratégie.
Donc, je vais faire un très bref passage par la situation, mais très très bref, hein, parce que les chiffres, je pense que vous les connaissez. Il y a une étude très intéressante là, qui est sortie cette semaine, qui a été faite par la CPME auprès de 1450 chefs d'entreprise dans la PACA, en PACA. Donc, qui montre que le contexte est quand même assez anxiogène et assez inquiétant, puisqu'on a 63% des entreprises qui voient un chiffre d'affaires baisser de plus de 50%. Il y en a 61% qui craignent une faillite, 45% qui ont un seul mois de trésorerie devant elles et 44% qui subissent des retards de paiement. Alors, vous pourrez consulter l'étude, elle est disponible sur Internet. Là, j'ai gardé quelques chiffres qui me paraissaient assez symptomatiques. Donc, on voit bien qu'effectivement, on est actuellement dans une situation compliquée. On sait que cette situation compliquée, elle risque de rester compliquée dans les semaines et dans les mois qui arrivent. La question, c'est quelle va être la grosseur de la boule de neige. Est-ce que ça va s'amplifier ou est-ce que ça va être maîtrisé? Voilà. Donc, dans ce contexte-là, la question, c'est de savoir quelles sont les opportunités, comment vous allez pouvoir exploiter les opportunités qui se présentent. Donc, c'est vraiment la vocation du sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une petite phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase de Michael Dell, vous savez, qui est le patron de Dell Computer, qui dit qu'en fait, innover, c'est facile. En revanche, il est beaucoup plus difficile de transformer une innovation en un vrai business. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit en fait que la question dans l'entreprise, ce n'est pas tant d'avoir des intentions, parce qu'en fait, les intentions, on le sait, c'est quelque chose d'assez simple. Avoir des bonnes idées, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. En revanche, la grande question qui se pose, c'est comment je vais être capable de mettre en place les moyens qui vont permettre de transformer l'intention en retour sur investissement. Donc, c'est à la fois dans la durée et combien ça va générer d'euros et de gains à mon entreprise. Et ça, c'est une vraie question parce que la grande difficulté, et on le voit là, par exemple, dans le sondage qu'on vient de faire, vous avez défini une stratégie, mais la question, c'est que vos salariés aujourd'hui sont aux deux tiers pas capables en fait d'exprimer cette stratégie. Donc, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un fil conducteur entre votre intention et sa réalisation concrètement dans votre entreprise. Alors, on a vu ces derniers temps, là, depuis quelques mois, quelques années, beaucoup de concepts arriver. Alors, j'ai trouvé que pendant le confinement, c'était particulièrement vrai. On a eu moi, j'ai vu beaucoup de webinaires sur des concepts comme l'effectuation, l'intelligence collective, le design thinking, le Canva, l'approche smart, l'agilité. Donc, tout ça, c'est des concepts qui sont très intéressants. La grande difficulté, c'est que c'est des concepts qu'on ne peut pas utiliser comme ça spontanément dans l'entreprise. Ou en tout cas, si on les utilise comme ça spontanément dans l'entreprise, l'effet risque d'être soit assez bref et même parfois même dévastateur. Donc en fait, le prérequis avant de mettre en place tous ces concepts que l'on peut voir à droite à gauche, c'est de créer une cohérence. Donc d'abord, est-ce que ces concepts sont vraiment compatibles avec votre mode de management? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont compatibles avec votre culture d'entreprise? Bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc il va falloir faire des petits pas avant de pouvoir vraiment les mettre en place. Il va falloir préparer le terrain. Et la deuxième question, c'est une question de temps et de retour sur investissement. C'est ces concepts, en fait, en quoi je peux les décliner en action concrète et comment je vais les mesurer dans la durée. Mettre en place une chose comme l'effectuation, c'est quelque chose qui paraît assez simple. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a eu un séminaire il n'y a pas longtemps. Je sais que Christophe est intervenu notamment sur des posts sur LinkedIn sur le sujet. Donc, vous pourrez creuser ces sujets-là. Ce n'est pas ma vocation et je n'en suis pas un spécialiste en plus. Donc, je vous invite à vous y informer. Mais la vraie question, c'est comment j'arrive à mettre en place à la fois la stratégie et comment je vais la décliner dans mon entreprise. Tous ces concepts, c'est assez intéressant. En fait, ils proviennent du Lean Management. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur le Lean Management. Moi, ce que je voulais rapidement faire, c'est vous expliquer en fait ce qu'est dans les grandes lignes le Lean Management et d'où il provient. Le Lean Management, je pense que vous en avez tous plus ou moins entendu parler. C'est un concept qui a été créé dans les années 40 progressivement à travers l'entreprise Toyota et qui a été mis en place, qui s'est répandu progressivement à travers le monde. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges entre les Japonais et les Américains initialement pour créer la méthodologie. Et ce n'est pas une méthodologie qui a été imposée, c'était une méthodologie très agile qui s'est alimentée au fil du temps pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a vu un concept qui part des années 40, qui se développe et qui arrive grosso modo. Moi, j'ai fait mes études dans les années 90. À l'époque, on ne parlait pas de ce concept. C'est quelque chose qui était absolument inconnu en France. Donc, ça arrive vraiment à la fin des années 90 et dans les années 2000 en France. Et ça commence à être mis en place. Alors, le concept de l'excellence opérationnelle, ça repose sur 5 piliers. Premièrement, on met le client au centre.
Donc la question, c'est comment je vais satisfaire mon client. Comment je vais lui apporter des réponses fonctionnelles et tarifaires à son besoin. Donc ça, c'est le point de départ. Mon client doit être au centre. Ensuite, il va falloir que j'implique tout le monde, à la fois à l'intérieur de l'entreprise et à la fois à l'extérieur de l'entreprise. Il faut que tout le monde soit dans mon projet de satisfaction de mon client. Que ce soit un problème industriel, que ce soit un problème de service, il faut que tout le monde, tous les acteurs de l'entreprise, à l'intérieur et à l'extérieur, soient concentrés sur la satisfaction de ce client. Ensuite, il va falloir, pour cela, pour impliquer tout le monde, que je puisse communiquer. Il faut que tous les intervenants de l'entreprise, pour être appliqués, il va falloir qu'ils soient au courant. Donc, il faut que je les informe à la fois du projet et il va falloir que je les informe aussi dans la vie du projet. C'est-à-dire que chaque personne qui est impliquée, c'est-à-dire tout le monde, doit savoir en permanence où en est l'avancée de cette approche de satisfaction client. Ensuite, pour que ça puisse fonctionner, puisqu'en fait, on est bien dans un monde qui est de plus en plus, alors, qui a toujours été en évolution, mais qui l'est de plus en plus ces dernières années avec l'accélération notamment d'Internet, il faut faire de l'amélioration continue. Parce que ce que j'ai pu mettre en place à un instant T n'est plus vrai le lendemain. Ou en tout cas, s'il est plus vrai, il n'est plus potentiellement partiellement vrai. Donc, il faut impérativement que j'arrive à m'adapter. Et pour cela, il y a un concept qui est fondamental, c'est qu'on ne fonctionne pas dans la révolution. C'est qu'on ne change pas les choses du jour au lendemain. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez entendre parler d'un concept et vous n'allez pas vous dire, ça y est, l'entreprise libérée, j'en ai entendu parler, c'est un super concept, je vais le mettre en place dans mon entreprise comme ça, on y va du jour au lendemain. Ça, dans une démarche de lean management ou d'excellence opérationnelle, ça ne fonctionne pas. En fait, on fonctionne en petits pas. C'est-à-dire qu'on teste, on est dans une logique de test and learn permanente. Donc, ce dont on entend parler dans l'agilité aujourd'hui, c'est vraiment un fondamental du lean management, c'est je teste, j'apprends, je teste, j'apprends, et c'est comme ça que j'évolue. Je jette. Je teste, j'apprends, je jette, en fonction de ce qui marche ou je garde. Et tout ça, au final, qu'est-ce que ça va faire? Puisque la vocation du lean management, c'est de générer de la valeur ajoutée. Okay, donc la valeur ajoutée, ce n'est pas simplement de l'argent, hein. C'est tout ce qui va faire que dans l'entreprise, alors c'est au final, effectivement, c'est une génération de gains, mais c'est tout ce qui va faire que dans l'entreprise, j'optimise chacun de mes process. Donc, lean management, on a 8 gaspillages notamment, et il va falloir impérativement limiter ces gaspillages. Il y a des gaspillages de temps, il y a des gaspillages de matière, il y a des gaspillages de compétences. Ça, c'est le 8e MUDA là, qui a été ajouté un peu plus récemment. Donc voilà, donc l'objectif, c'est vraiment pour satisfaire le client, on va impliquer tout le monde, on va communiquer, on va s'assurer que l'entreprise vive à travers une amélioration continue. Et tout ça va nous permettre de à la fois satisfaire le client et en plus de générer de la valeur ajoutée. Alors pour commencer, pour pouvoir mettre en place cette démarche, il va falloir que je définisse une vision. Alors j'aime beaucoup l'image du bateau. Là, j'ai pris une image d'un de mes clients, là, le photographe Philippe Plisson, qui est de mon pays d'origine, de Bretagne Sud, de la Trinité-sur-Mer. Entre parenthèses. Donc ce qu'il faut, c'est que si je veux embarquer un équipage sur mon bateau, c'est l'entreprise, il va falloir que je lui explique mon projet. Parce que sinon, personne ne va vouloir monter sur mon bateau. Donc, est-ce que je veux partir faire une croisière? Est-ce que je veux partir faire une régate? Est-ce que je pars pour 2 jours? Est-ce que je pars pour 2 mois? Voilà, ça, c'est mon objectif commun à mon projet. Donc ça va permettre de donner du sens et des repères à mon équipage. Et ça va permettre de les embarquer dans le projet. Donc, je vais les aligner. Tout le monde sait où on va, sait comment on va procéder. Okay, et tout le monde, du coup, va y adhérer. Donc là, le bateau, il est prêt à partir, on sait où on va aller. Là, il va falloir que je définisse des valeurs. Okay, les valeurs, c'est un référentiel commun. C'est de se dire, voilà, dans mon entreprise, on est dans une logique de bienveillance, on est plutôt dans une logique d'acceptation. Ou au contraire, on est plutôt on est par exemple un secteur très ingénieur avec des gens très rationnels. Donc voilà, on le sait, on le définit. On sait qu'on va avoir des manières d'agir avec des process très précis. Ou au contraire, on va définir que dans notre entreprise, on a des process plutôt laxistes. Et ça, il faut le définir. C'est des valeurs. Ce qui fait que tout le monde est au courant. Il n'y a pas de surprise. On connaît le mode de fonctionnement de l'entreprise. On sait que tout le monde n'est pas compatible avec chaque entreprise. Il y a des entreprises qui ont des cultures très particulières et on n'est pas forcément compatible avec elles. Donc ça, il faut le définir au départ. Ça aussi, c'est une façon de faire adhérer tout le monde. Et ces valeurs, il va falloir les traduire en comportement. Okay, c'est ça qui va faire qu'au quotidien, on est capable de voir ces valeurs se réaliser. Donc, on est vraiment sur un niveau de vision qui se traduit dans des valeurs et dans des comportements. Donc ça, c'est un point de départ. Okay, ça ne nous permet pas de travailler, mais c'est vraiment, on a planté le décor. Alors, à partir de là, j'ai défini ma vision, mais comment je fais pour m'assurer que ma vision, je la mette en pratique? Alors, pour ça, il y a un outil dans l'excellence opérationnelle qui s'appelle l'Oshin Kanri. L'Oshin Kanri, dans l'excellence opérationnelle, on a beaucoup de termes japonais.
on a le Kaizen, on a le Gemba, enfin, on a beaucoup de termes comme ça qui sont utilisés. Le Shinkanri, ça veut dire littéralement, c'est le déploiement de la stratégie. Donc, c'est la direction du management. Donc, comment je vais faire en sorte de pouvoir déployer une stratégie? Voilà, Oshin Kanri. Alors, la démarche de départ par les Japonais, c'était de constater une chose. C'était de se dire, dans l'entreprise, on va fixer des objectifs. OK, donc ça, c'est ma courbe du haut. Alors, je crois que j'ai des petits outils pour annoter. Voilà, ça c'est… Ici, j'ai donc une première courbe. C'est ici. J'espère que vous voyez la flèche. Oui, ouais, c'est bon. C'est bon, vous la voyez. OK. Donc ça, c'est la flèche. C'est les objectifs qui ont été fixés par le management. Voilà, donc ça, c'est ce qui est attendu. Donc le management vous dit, cette année, on va faire plus 10% de rentabilité. OK, bon, bah, c'est une information qu'on a reçue. On ne sait pas trop comment on va la mettre en pratique. Et dans les faits, on voit qu'il y a une deuxième courbe qui est plutôt le niveau atteignable par le management, en tout cas par l'entreprise. Et là, on voit qu'il y a un gap. Et en fait, le constat, c'est que dans le temps, ce gap, il devient de plus en plus important. Le management continue à fixer des objectifs qui sont trop élevés, et en bas, on a un niveau qu'on n'arrive pas à atteindre, et avec le temps, ça a tendance à se déliter. Donc pour ça, les Japonais, ils ont mis en place effectivement une démarche qui s'appelle le Shinkanri. Hop là, alors du coup, je n'arrive plus à passer mes slides, il faut que je ressorte le… OK. J'ai toujours ma petite flèche, je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Oui, on la voit. Bon, je vais la mettre ailleurs, je la redéplacerai après. OK, donc dans l'entreprise, ça fait plus le… Zut, excusez-moi, je ne sais pas comment j'éteins la flèche. Alors du coup, comme je ne sais pas comment tu l'as créé… Voilà, c'est bon, ça y est, elle est partie. OK, dans l'entreprise, on a… alors, je pense que vous avez tous entendu parler du top-down. Le principe du top-down dans l'entreprise, c'est que, historiquement, la direction définit la stratégie, définit la vision, définit où on va, définit les objectifs. Le middle management, quand il y en a, ça dépend de la taille de l'entreprise, va transmettre ces informations et s'assurer que c'est réalisé auprès des employés. Donc ça, c'est la démarche top-down. Et à l'inverse, on a une démarche qui est plutôt proche, on va dire, de l'entreprise libérée, par exemple, qui est plutôt du bottom-up, où les instructions vont venir des employés, vont remonter au middle management, qui, eux, vont les passer à la direction et qui, du coup, va modifier la stratégie de façon, en tout cas, faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à fonctionner dans ce système-là. Dans la démarche de lean management et d'excellence opérationnelle, on est bien dans une démarche où c'est la direction qui fixe la vision. Donc, il y a une réflexion qui se passe au départ, initialement, sur une direction qui dit « voilà où j'ai envie d'emmener mon entreprise ». Si demain, vous créez une entreprise, c'est bien vous, le fondateur, qui allez dire « voilà, mon projet d'entreprise, c'est de devenir numéro 1 sur tel marché ou de lancer un produit qui va répondre à tel besoin ». Donc ça, c'est bien la direction qui va fixer ce besoin. Ce besoin, en fait, cette vision, elle va être partagée au middle management, qui lui va s'assurer que ce soit appliqué auprès des employés. Mais là où ça devient très vertueux, c'est qu'en fait, on a donc le bottom qui, lui, va donc appliquer cette vision dans des actions quotidiennes. Et donc, il va se rendre compte au quotidien qu'il y a certaines choses qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. Il va être en contact avec des clients, avec des partenaires, des fournisseurs. Et à ce moment-là, il va se dire, on est parti sur tel mode de fonctionnement parce qu'on avait un prérequis qu'on avait imaginé être X. Et en fait, on se rend compte que dans les faits, c'est plus X. C'est X au carré ou c'est XY, c'est un mélange. Et cette information-là, si elle reste au niveau des employés, eh ben, c'est très stérile dans l'entreprise. Le principe, c'est qu'il faut que ces informations d'amélioration continue remontent au middle management, qui va les digérer, qui va potentiellement, qui va en filtrer une partie et qui va juger déjà du bon sens. Et ces informations-là, il va les remonter à la direction. Et ce qui va se passer, c'est que là où ça devient très vertueux, c'est que la logique du lean management, c'est qu'en fait, on est en permanence dans un cercle top-down, bottom-up. On a du top, la vision descend, elle descend jusqu'au salarié et elle remonte en permanence. Le salarié remonte les informations concrètes du terrain et ce qui permet à la direction d'infléchir sa vision de l'entreprise. C'est la façon dont on représente très bien d'ailleurs dans l'agilité, c'est que la voie de l'entreprise n'est pas une autoroute toute droite, c'est vraiment un chemin sinueux où on sait à peu près là où on veut aller, mais on ne sait pas exactement comment on va y aller. Donc pour ça, il va falloir s'y adapter. Et cette logique-là, elle est très importante. Et vous allez voir, parce que là, on va rentrer dans un outil très concret maintenant. C'est vraiment très important parce que on l'a vu tout à l'heure, un des piliers du lean management, c'est tout le monde est impliqué. C'est-à-dire que tout le monde doit permettre de faire en sorte que la réalité soit présente dans la vision. Et c'est un chemin vertueux. La vision est adaptée à la réalité et la réalité est adaptée à la vision en permanence. Donc,
parti de là, les Japonais, ils ont inventé un concept. Alors, vous allez voir, qui paraît assez bête comme chou, mais qui finalement est assez vertueux. Donc, c'est une matrice, qu'ils appellent une matrice en X, donc qui est la base de l'Oshinkanri. Cette matrice, alors là, je vais reprendre ma petite flèche. Cette matrice, en fait, elle est sur 4 axes. On a un premier axe en bas, qui est la direction. Donc, c'est l'axe vert. Donc, ça, c'est ce que moi, j'appelle la direction. En fait, c'est la stratégie, c'est la vision de l'entreprise. Donc, où va-t-on? Donc, pour cela, on va définir une stratégie en 1, 2 ou 3 points, ce qui est déjà pas mal en général, parce qu'effectivement, 1, 2 ou 3 points de stratégie, c'est déjà énorme. Il faut rester assez concis. Cette stratégie, on va la décliner dans ce qu'on appelle l'Est, donc qui est l'axe jaune ou orange, qui sont les objectifs. L'idée, c'est de se dire, j'ai une stratégie, quels sont les objectifs que je vais me fixer pour atteindre cette stratégie? Okay, moi, c'est ce que j'appelle la route. On a défini la direction et maintenant, on va se dire quelle route on va utiliser. Ensuite, on a un autre axe qui est le plan d'action. J'ai ma stratégie, je l'ai déclinée en objectifs, mais qu'est-ce que je vais mettre comme plan d'action pour concrétiser ces objectifs et donc atteindre ma stratégie? Donc ça, c'est moi ce que j'appelle le véhicule. J'ai une direction, j'ai défini ma route et quel véhicule je vais utiliser pour rouler et atteindre ma direction. Et ensuite, vous allez voir, on va voir un cas concret. Vous allez voir, ça sera plus simple après. Et ensuite, on a un quatrième axe qui est, lui, les indicateurs. Les indicateurs vont permettre de s'assurer que mon plan d'action est bien quantifiable et mesurable. Et ce plan d'action va donc me permettre de réaliser des objectifs qui vont me permettre d'atteindre ma stratégie. Donc, on est vraiment sur un cercle très vertueux entre 4 éléments qui sont des indicateurs, un plan d'action, des objectifs et une stratégie. Et enfin, le dernier axe, c'est l'axe des ressources. Alors, je vais revenir là parce qu'en fait, je n'ai pas déroulé au fur et à mesure. Donc, le dernier axe qui est donc les responsables. Donc, l'idée, c'est de savoir pour chaque plan d'action, qui dans l'entreprise va réaliser l'action. Parce que le gros problème qu'on réalise en PME, c'est souvent, on a donc défini une vision, on s'est dit plus ou moins précisément la manière dont on allait procéder pour pouvoir atteindre cette vision, pour réaliser cette stratégie. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'a pas les ressources pour le faire. Donc, on va se dire, voilà, on va lancer un nouveau site Internet, on va faire du web, machin, etc. Et puis, finalement, dans les faits, on se rend compte qu'on n'a pas forcément la compétence en interne, que s'il faut aller chercher la compétence en externe, on n'aura pas forcément les ressources. Donc, on se rend compte que finalement, on a défini des objectifs qu'on n'est pas capable de réaliser. Avec cette matrice, ça va nous permettre de construire l'intégralité de la démarche pour s'assurer qu'une ressource est bien attribuée à un plan d'action, qu'un plan d'action a bien un indicateur, qu'un objectif a bien une action, qu'une stratégie a bien un objectif. Donc, ça nous permet en fait d'assurer que le château tient ensemble. Et notamment, ce qui permet de le faire, c'est ce qu'on voit ici, c'est donc on a des liens entre les objectifs et les actions. On a des liens entre les stratégies et les objectifs. On a des liens entre les indicateurs et les actions. Et on a donc des liens, hop, là je suis un petit peu trop loin, et des liens, hop, c'est plutôt ici, pardon, et donc des liens avec les ressources. Donc l'idée, c'est d'être en permanence, de s'assurer qu'on a les bonnes ressources, qu'on a les bons plans d'action, qu'on a les bons indicateurs, les bons objectifs et la bonne stratégie. Ok, donc on va le voir en cas concret, c'est plus simple. Donc pour rappel, donc ce qui est cohérent avec l'outil, c'est que les objectifs et les projets, pour cela, doivent être connus de toutes les parties prenantes. Toutes mes ressources qu'on a vues sur l'axe bleu doivent être au courant du projet. Okay, donc ça, c'est très important. Le projet, il faut qu'il soit confié à un responsable. Un des grands problèmes qu'on voit en PME, souvent, c'est que c'est souvent le patron de la PME qui est le responsable de tous les projets. Donc souvent, on se rend compte qu'on a un problème de responsabilisation des équipes et en plus, on a un problème de surcharge de travail. On va le voir avec la matrice. La surcharge de travail, elle est tout de suite évidente. On va le voir dans un cas concret. Ensuite, il faut impliquer et il faut que tout le monde connaisse le contexte. Okay, de manière à ce que tout le monde se dise « je suis en amélioration continue ». Il y a quelqu'un qui doit avoir son micro ouvert. Ça y est, je l'ai coupé. Okay. En amélioration continue, parce qu'encore une fois, le principe, c'est que mes indicateurs, mon plan d'action, ils vont avoir besoin d'évoluer avec le temps pour rester en phase avec mes objectifs et ma stratégie. Et donc tout ça, ça me permet d'avoir un suivi et une mesure qui sont réguliers. Et ça, c'est très important parce que le prérequis aussi dans cette démarche-là, c'est que à minima, de manière hebdomadaire ou de manière quotidienne, je suis mes projets. C'est-à-dire que je m'assure en permanence que ma ressource est en phase avec mon action. Alors tout ça, ça paraît sans doute un peu confus comme ça quand on le voit de but en blanc. Alors je vais vous prendre un petit exemple qui est le cas d'une entreprise
qui a une activité et qui tout d'un coup se dit, voilà, on va changer de stratégie. Notre stratégie aujourd'hui, donc on est bien sur l'axe vert, donc on est en bas. Donc là, j'espère que vous voyez bien la petite flèche. On a décidé qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, qu'on allait basculer 50% de notre activité sur le web en B2C. Donc, on est plutôt une activité B2B, potentiellement web ou pas, peu importe dans ce cas-là. Et à 3 ans, il va falloir qu'on bascule 50% de notre activité sur le web. Donc ça, c'est un beau prérequis, c'est une bonne intention. Le problème, c'est effectivement comment je vais réussir à traduire ça dans les faits. Alors, ce qu'on fait, c'est que déjà, on va se demander comment on va y arriver. Donc, dans le cas de cette entreprise, hein, ce n'est pas un cas fictif, c'est un cas qui est un petit peu transformé, mais qui n'est pas très loin de la réalité. C'est de se dire, en fait, l'idée, c'était de se dire, pour arriver à passer 50% de son business en B2C sur le web, eh ben, on va choisir 2 axes. Il y a 2 routes pour y arriver. Il y a mettre en place des marketplaces et mettre en place un site web qui soit dédié au grand public. Donc ça, c'est mes 2 objectifs. OK ? Donc ces 2 objectifs, pour les concrétiser, qu'est-ce que je vais mettre en place comme plan d'action? Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ma stratégie ici, elle est corrélée à 2 objectifs. Un des inconvénients qu'on voit souvent en entreprise, c'est le fait qu'on a des objectifs qui ne correspondent pas à des stratégies. Et quand j'ai un objectif qui ne correspond pas à une stratégie, je n'ai pas de point. Donc, je n'ai pas de lieu de rencontre entre ma stratégie et mon objectif. Donc, en fait, la question, c'est, en fait, tu me parles d'un objectif, mais il est lié à quelle stratégie exactement? On est en train de faire quoi là-dessus? Tu me dis qu'on doit, aller développer un site B2B, mais on t'a dit que la nouvelle stratégie, c'était faire du B2C. Donc, ta route, elle n'est pas bonne. Donc là, dans ce cas, j'ai bien effectivement 2 routes qui sont en phase avec ma stratégie. Ensuite, je vais mettre en place un plan d'action. Pour pouvoir développer mon activité en ligne, il va falloir que je fasse un site e-commerce B2C, il va falloir que je fasse des AdWords, du SIA, du SEO, il va falloir que je fasse des publications. Et donc, à chaque fois, je vais me poser la question, développer un site e-commerce, c'est donc un plan d'action qui va servir à développer mon site web, mes ventes sur mon site web B2C. Donc là, je mets un petit point. Je sais que dans mon objectif numéro 1, j'ai au moins une action qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Ensuite, je vais faire des AdWords. Mes AdWords, ils vont me permettre à la fois d'atteindre mon objectif de marketplace, mais aussi mon objectif de développement de vente en direct, etc., etc. Donc, à chaque fois, il va falloir que je m'assure que pour chaque objectif, j'ai au moins une action. Et vice-versa, il faut que je m'assure que les actions que j'ai définies correspondent bien à chaque fois à un objectif. Okay, donc ça, c'est important parce que pour impliquer une équipe, si je demande à un équipier, et ça c'est très classique, à un collaborateur de l'entreprise de faire une action et qu'il ne sait pas à quoi elle sert dans l'intégralité de l'entreprise, eh ben, on ne va pas y mettre l'énergie nécessaire. On va faire, mais on ne va probablement pas bien faire parce qu'on n'aura pas compris l'intérêt du projet. L'intérêt de la matrice, là, c'est qu'elle est communiquée en interne. Donc tout le monde sait, puisqu'on voit la ressource, à quoi elle sert. Ah, je dois travailler sur l'UX B2C. OK, je comprends que ça a du sens par rapport à mon site web B2C. Ensuite, mon 4e axe, les indicateurs. Je vais développer un site e-commerce. Donc, moi, je me suis donné des objectifs, enfin des indicateurs. Mon indicateur pour savoir si mon site e-commerce allait fonctionner, c'est de se dire qu'il faut que je le lance au 1er septembre 2020. Donc, ça, c'est un premier indicateur. C'est mon premier axe. Ça correspond à mon action, développer un site e-commerce. Donc, ça, dans ma mesure au fil de l'année, je vais me dire, est-ce que mon indicateur, est-ce qu'il est réalisé? Est-ce que j'ai réussi à lancer mon site e-commerce en septembre? C'est important parce que derrière, en fait, ça me déclenche tout un plan d'action. Je vais devoir faire de la visibilité online. Si effectivement mon site n'est pas en ligne au 1er septembre, ça va décaler tout le reste de mes actions. Donc ça, on va le voir dans des outils annexes qu'il faut mettre en complément. Après, je vais définir un trafic. Donc le trafic, lui, va correspondre à des AdWords. Je vais définir une démarche stratégique avec une agence. Donc là, il va falloir que je définisse mon positionnement. Quels sont les produits que je vais vendre en ligne? Est-ce que j'ai envie d'avoir la même offre en B2B qu'en B2C sur mon site grand public? Quel est le budget AdWords que j'ai envie de définir? Donc ça va correspondre à une action. Parce qu'encore une fois, un problème que moi j'ai vu souvent en entreprise, c'est qu'on va avoir la volonté de développer une activité online, de faire des ventes en ligne, et en fait, en face, on n'a pas le budget adéquat. Donc là, on a un indicateur qui doit être construit sur des valeurs réelles, qui est de se dire, c'est qu'une entreprise comme la mienne, pour avoir une visibilité suffisante, suite à il va falloir que je mette un budget de 120 000 € en AdWords. Je sais qu'en dessous de ce montant-là, je ne vais pas être capable d'avoir un AdWords qui me permettra d'atteindre mon objectif et donc de réaliser ma stratégie. Donc, cet indicateur, je le pose. Et au fil de l'année, je vais m'assurer, avec d'autres outils, que je suis bien dans mon budget, que je suis bien en train de dépenser les 120 000 € ou d'investir les 120 000 € qui ont été définis au départ, etc., etc. Donc, à chaque fois, mes indicateurs, pour chaque action, je dois avoir la certitude que j'ai bien un indicateur en face. Si j'ai une case vide,
sur une ligne, par exemple en face d'un indicateur ou en face d'une action. Si j'avais par exemple mon action en haut, définir une autre action, si je vois qu'il n'y a pas d'indicateur en face, je m'arrête. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve un indicateur pour cette action-là. Parce que si je ne mets pas d'indicateur pour une action, je n'ai pas d'outil de mesure. Si je n'ai pas d'outil de mesure, ce sera une intention qui ne sera pas réalisée. Donc, je dois avoir un outil de mesure. Et enfin, ce que je mentionnais tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est les ressources. Donc, les ressources, elles sont ici. Ici, là, il faut que je m'assure. Donc, en bas, je vais aller mettre le nom de toutes les personnes qui constituent l'équipe, en interne ou en externe. Et je vais m'assurer que pour chaque ressource, pour chaque plan d'action, pardon, pour chaque action, j'ai bien une ressource en face. Alors, je vais définir une ressource principale, une ressource secondaire. On peut même aller plus loin dans certains projets. On peut définir encore d'autres niveaux de ressources. Mais là, c'est donc, si j'ai une action pour laquelle je n'ai pas mis de ressources, j'ai un problème. Là, on va faire du SEO, mais le problème, en fait, c'est que je n'ai pas de ressources dans l'entreprise ou une agence externe pour faire ce SEO. Donc, comment puis-je espérer réaliser cette action et donc atteindre mes objectifs et réaliser ma stratégie? Okay, donc ça, c'est très intéressant. Donc, j'ai la certitude que je me donne les moyens de réaliser une action. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que la cumulation des actions par ressource me permet d'identifier si j'ai un goulet d'étranglement. Alors après, ça va dépendre de la complexité des actions. Mais quand je vois que j'ai une personne qui se retrouve avec trop d'actions à réaliser, visuellement, on peut présumer que la personne ne va pas y arriver. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être à la fois en train de faire du SEO, du SEA, faire des publications Instagram, etc., etc. Donc là, soit je me donne les moyens et j'ai les moyens d'avoir plus de ressources pour être capable de prendre en charge ces actions, soit il va falloir que je revoie mes actions. Mais si je revois mes actions, il va peut-être falloir que je revoie mes objectifs. Et si je revois mes objectifs, il va peut-être falloir que je revoie ma stratégie. Donc, vous voyez, je suis toujours dans un cercle très vertueux où je pars d'une stratégie que je décline en objectif, en plan d'action, en indicateur et en ressources. Et en permanence, je vais m'assurer que les uns sont liés aux autres. Donc, il n'y a pas d'intention. Il y a un programme et la question de savoir si j'ai la capacité et je me suis donné les moyens de réaliser ce programme. Si je n'ai pas les moyens, je le vois tout de suite. J'ai un indicateur visuel qui me permet de voir que je ne suis pas en phase. Alors, ah oui, donc je referme la petite flèche. Donc voilà, donc là j'avais mis les cadres. Donc ça, on a vu, les petits points effectivement doivent correspondre, je ne dois pas laisser de case vide. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse intervenir, comme l'avait précisé tout à l'heure Christophe, Gabriel Guéral. En fait, juste pour vous expliquer le contexte, dans le cadre du parcours accélérer son business, où j'interviens, moi j'ai été sollicité par l'IRCE pour accompagner Gabriel qui avait une problématique de concrétisation de stratégie de performance. Donc, on a échangé ensemble et après une heure ou deux de discussion, je lui ai proposé de travailler avec la matrice, voilà, pour qu'il soit capable. Alors, ce que je vous propose, c'est, j'en dise pas plus, et on va le laisser nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé chez My Signalisation pour la mise en place et pour vivre avec cet outil. Merci Benoît. Voilà. Présente-toi peut-être, Gabriel, et puis que tu expliques ton métier, voilà, qu'on comprenne bien le contexte. Avec plaisir. Bonjour à tous. Oui, donc Gabriel Guéral. Du coup, je suis dirigeant de My Signalisation, en effet, qui est une société spécialisée dans la vente sur Internet uniquement d'accessoires de signalisation et de sécurité. Donc concrètement, on va venir sécuriser toutes les voies de circulation avec du panneau routier, avec du marquage au sol, avec du ralentisseur routier, des rebouche-trous dans l'enrobé. Voilà. C'est du B2B par essence, 95% de clients B2B, du coup sur Internet. Donc, on n'a pas encore, on va dire, pivoté comme sur le B2C. Aujourd'hui, au niveau du B2B, on a entre 15 et 20% des achats qui sont faits sur Internet seulement. Peut-être un peu moins dans mon domaine d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites en particulier. Donc, il y a vraiment besoin d'excellence opérationnelle sur ce domaine-là, même si évidemment ça se prête à toutes les sociétés, tous les domaines, je pense. Alors, donc en effet, j'ai suivi accélérer son business à l'IRCE. Ça m'a apporté pas mal de choses. J'ai mis pas mal de choses en place et je me suis retrouvé à un moment, après avoir recruté du monde, du coup, parce qu'entre le moment où j'ai commencé le parcours et le moment où j'ai fini le parcours, j'avais 4 employés supplémentaires.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression que c'était vraiment le bazar et que je savais exactement où je voulais aller, mais que tout le monde faisait à peu près n'importe quoi pour y aller dans tous les sens différents et qu'au final, ça manquait cruellement même d'entente entre nous et d'organisation, tout simplement. Et j'avais l'impression, du coup, que ma stratégie, elle n'était pas assez concrète pour pouvoir être appliquée de manière opérationnelle. Voilà, donc c'est avec cette problématique-là que je suis venu voir Benoît. Je lui ai dit ça et en effet, du coup, on a travaillé sur cette matrice-là qui, du coup, répond exactement à mon problème. Ça a eu un autre bienfait, c'est de me permettre aussi de poser, d'écrire ma stratégie parce que je savais concrètement où je voulais aller quand on m'en parlait et quand on me posait des questions. Et d'ailleurs, je pouvais le dire de 2 ou 3 ou 4 manières différentes en fonction de comment la question était posée. Mais le fait de se le poser une bonne fois pour toutes dans cette matrice-là, ça m'a permis, moi, voilà, de vraiment choisir mes axes précisément avec un langage précis. Parce que souvent, enfin moi, les documents de travail que j'avais avant en stratégie, ils n'étaient pas reliés par rapport aux objectifs, aux indicateurs, au plan d'action. Et du coup, j'avais par exemple des axes stratégiques qui en vrai étaient des objectifs ou voire des plans des actions. Enfin, ça, c'était pas correctement templaté, si je puis dire. Alors que l'avantage d'avoir tout ça dans la matrice Canary, c'est que du coup, un axe stratégique, si ce n'est pas vraiment un axe stratégique, on le voit tout de suite. Si on voit qu'il y a un chiffre à l'intérieur, on se dit non, mais ça, c'est un indicateur, ça n'a rien à faire là. Si on voit que c'est une action qui est à faire par une personne, alors que c'est censé être un axe stratégique, on se dit attends, peut-être que ça, c'est une action, ça fait partie d'une stratégie qui est beaucoup plus globale, qui correspond à telle chose. Et donc voilà, le fait d'avoir tous ces différents objets, ces 4 types d'objets, entre guillemets, moi, ça m'a permis de bien mettre chaque chose à sa place et d'avoir une stratégie, on va dire, qui était du coup facilement compréhensible par tout le monde sans qu'il y ait de friction comme j'ai pu en avoir avant. D'accord. Donc, c'est-à-dire pour toi, Gabriel, que au-delà de, comment dire, d'identifier qu'est-ce qui est une action, qu'est-ce qui est un axe stratégique, qu'est-ce qui est un indicateur, et c'est souvent très compliqué, et on le dit nous aussi à l'IRC, notamment avec la démarche ISO 9001, puisqu'on est complètement dans cette démarche d'amélioration continue, et on a aussi cette problématique-là. C'est aussi donc un outil qui t'a permis de mieux communiquer ta stratégie à ton équipe et surtout peut-être, j'imagine dans ce que tu dis là, finalement chacun arrivait mieux à se positionner dans la structure et savait quel était l'impact de son action dans la stratégie d'entreprise, c'est ça? Oui, exactement. Ça a permis vraiment à chaque personne déjà de savoir concrètement à quoi servait ce qu'elle faisait. Ça a permis aussi, ça peut paraître anodin, mais ça n'est pas tant que ça. Ça a permis beaucoup plus facilement à certains employés de prioriser leurs actions. Parce que quand c'est écrit et quand on sait qu'on est la ressource primaire d'une action, par exemple, par rapport à quand on est la ressource secondaire, quand nous, c'est tous les mardis et tous les vendredis qu'on repasse sur la matrice pour voir où on a avancé. Et du coup, quand on en parle comme ça pendant ces réunions, voilà, on sait quelle action est plus prioritaire que d'autres et ça permet vraiment de se placer et de faire évoluer, on va dire, cette priorisation au fur et à mesure des évolutions de la société. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à ta question, Christophe. Oui, si, tout à fait. Ouais. Ça a été bénéfique en tout cas. Ça a été franchement bénéfique. Le plus dur maintenant, c'est peut-être de s'y tenir, voilà, de vraiment avoir cette au début, on était parti sur 2 réunions hebdomadaires. Là, on a eu les 2 vendredis fériés, donc on en a fait une seule. Je n'ai pas senti que c'était vraiment problématique de faire juste une seule réunion hebdomadaire par rapport à 2 hebdomadaires. Donc, à voir, peut-être qu'on va faire ça. J'ai peur que ça soit un peu trop light, on avisera. Mais moi, ce que je pense même faire, en fait, c'est passer directement la responsabilité du suivi au chicanerie à mes managers. En fait, j'ai envie qu'ils s'approprient le truc. Sinon, aujourd'hui, là, je suis un peu trop dans une dynamique top-down, je trouve, pour le coup, parce que c'est moi qui remets la matrice à chaque fois, à chaque réunion. Et même si
il y a évidemment des échanges, des retours et qu'on la modifie ensemble. J'ai peut-être un petit souci d'appropriation quand même de la matrice à l'heure qu'il est. Donc, je pense que je vais en fait demander à mes managers à tour de rôle ou à voir comment je vais faire de s'occuper de la réunion en chicanerie eux-mêmes, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Benoît. Oui, c'est intéressant. Je pense qu'on est vraiment dans une démarche test and learn, donc je crois qu'il n'y a, il y a pas de règle absolue. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un suivi. Après, on peut être dans des structures où tout le monde est très mobile, donc ça peut être difficile de le suivre. On peut avoir des niveaux de responsabilité qui nécessitent un plus grand suivi ou pas. Ce qu'il faut, c'est… Alors, on va le voir un petit peu après. La question, c'est les outils qu'on met en place pour faire ce suivi. Moi, je pense que la matrice, en fait, c'est un bon point de départ. C'est le sens. Cette matrice, ce qui est très intéressant, c'est de l'afficher dans l'entreprise. C'est d'en faire une impression au moins en format A3 à minima, et même si possible en plus grande taille, quitte à le faire à la main sur un panneau avec un marqueur, etc., sur un panneau blanc. Et après, au quotidien, l'intéressant, c'est de la décliner. Alors, d'ailleurs, c'est une très bonne transition. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite de la présentation. Et Gabriel, d'ailleurs, si tu veux intervenir, ça peut être intéressant d'avoir ton éclairage. En tout cas, ce qui est important, c'est, juste pour revenir sur l'intérêt de la matrice, pour assurer de son efficacité, il va falloir que pour chaque action, on définisse des tâches. C'est-à-dire qu'une action, on le voyait tout à l'heure, faire un plan de SEO, on s'est donné un objectif, d'accord, avec un budget, très intéressant. Mais c'est quoi derrière? C'est que faire du SEO, ça va consister en quoi? Il va falloir faire du rédactionnel. Il va falloir potentiellement faire appel à une agence. Donc, faire appel à une agence, c'est du temps. Donc, il va falloir faire un appel d'offres. Il va falloir rencontrer les agences. Donc, tout ça, cette action de faire du SEO, il va falloir que je la décline dans mes tâches. Et mes tâches, ça va me permettre de m'assurer que mes ressources ont la capacité, en les mettant bout à bout, de réaliser l'action. C'est-à-dire qu'il y a un sous-élément de la tâche. Là, un sous-élément de l'action, c'est la tâche. OK ? Ensuite, il va falloir que j'associe pour chaque tâche une ressource, comme on l'a vu pour les actions. Okay, on a un responsable pour l'action. Et après, je dois avoir Alors après, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. En PME, en petite PME, on va sans doute avoir une action peut-être suffisante avec une ressource. Et après, elle gérera elle-même ses tâches. En tout cas, il faut avoir la certitude qu'elle soit réalisable. Ensuite, on va fixer des deadlines. Ça, c'est hyper important parce qu'on doit réaliser, on doit être dans une échelle de temps, échelle de budget et échelle de temps. Ça, c'est les basiques. Donc, assurer le suivi. Donc ça, c'est à minima hebdomadaire, hein, idéalement de manière quotidienne, mais c'est vrai que sur une petite structure, et je comprends très bien Gabriel, ce n'est pas forcément adapté. C'est compliqué d'animer ça au quotidien. Dans une équipe un peu plus structurée, c'est ce qu'on appelle le petit point du matin. On se met 5 minutes, on ne s'assoit pas, on le fait debout et on dit quelles sont les tâches de la journée. Donc on reprend les tâches globales et on se dit bon, on a découpé nos tâches en quotidien. Aujourd'hui, tu travailles sur quelle tâche? Attends, on a une deadline à la fin de la semaine sur cette action-là. T'en es où dans tes tâches pour arriver à la fin de cette action? Donc voilà, donc ça, on l'adapte à la structure et à la taille de l'entreprise. Et ce qui est très important, surtout en complément de la matrice Oshin-Kadri, c'est d'y mettre des outils de suivi. Donc les suivis classiques, hein, il y a un fondamental, je n'ai peut-être pas assez dit d'ailleurs, un des fondamentaux du lean management, c'est le visual management. On l'a vu, la matrice, c'est vraiment la représentation visuelle de concepts. C'est les choses souvent, et la difficulté qu'on a tous, on est tous visuels, on l'est tous plus ou moins, mais on l'est tous. Et ben en fait, c'est de visualiser les liens qu'il peut y avoir entre différentes actions, objectifs, etc. Et ben au quotidien, c'est pareil. Il va falloir que je visualise et que je laisse traîner dans l'entreprise en permanence ma démarche. Moi, je me souviens, j'avais travaillé dans une entreprise qui était ISO 9001, qui était passée en ISO 9001 d'ailleurs pendant que j'y étais, et on avait affiché partout dans l'entreprise en permanence les principes. Donc, on était martelage en permanence, c'était le sens de la perfection. Ça, c'était la démarche d'ISO 9001, ce n'était pas la stratégie d'entreprise, mais c'était la stratégie ISO 9001. Et partout, on avait le sens de la perfection. C'est-à-dire qu'en permanence, on avait cette espèce de logo avec ce slogan. Là, c'est le même principe. On doit avoir en permanence cette matrice qu'on doit pouvoir voir et voir comment elle va se décliner. Donc, je la vois. Et dans mon suivi de projet, c'est la même démarche. Il faut aussi que ce soit très visuel. Et pour ça, on a des outils qui sont très efficaces, que certains d'entre vous doivent pratiquer notamment. Alors, c'est ce qu'appelle le Kanban. Dans les outils les plus utilisés dans le Kanban, il y a ce qu'on appelle un outil qui s'appelle Trello. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet de… Alors, je peux peut-être vous donner un petit exemple. J'espère que ça va marcher. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui, pour l'instant, oui. Là, ça s'est bien chargé. Vous avez… Vous voyez le Kanban là, tel qu'il est à l'écran, le Trello? Oui. Ouais. Ok, donc typiquement, tout à l'heure, si on reprend le cas que j'ai expliqué, j'ai créé 3 statuts, un statut à faire, un statut en cours et un statut terminé. Ok, ces statuts, pour chacune de mes actions, je vais créer une carte. Et l'intérêt de la carte, dans des outils de Kanban, comme Trello par exemple, alors ça après, bon, il faudrait voir, mais en tout cas, c'est juste déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas,
pour permettre de vous sensibiliser à cette démarche-là. C'est donc j'ai créé une carte AdWords. Dans cette carte AdWords, je vais pouvoir décliner exactement tout. Je peux créer des dates limites, des checklists et compagnie. Okay, et dès que je vais commencer à travailler sur l'AdWords, je vais le basculer. Donc, je vais prendre ma carte et je vais la faire glisser dans mon statut en cours. Et dès que mon statut en cours sera terminé, je vais la basculer en terminé. Okay, donc, de ma matrice Oshin-Kadri où j'avais défini toutes les actions à faire, je mets en place derrière un petit outil qui me permet de dispatcher et qui permet à toute l'équipe, avec un outil très visuel, de savoir où est-ce qu'on en est sur chacune des actions. Donc ça on l'a ici avec une méthode Kanban. On a aussi une autre méthode qui est très pratique, qui est le Gantt, qu'on va retrouver notamment dans des outils de gestion de projet. Donc ça, je pense que le Gantt aussi, ça c'est des outils assez classiques. Si ça marche pas. Bon, en tout cas, peu importe, je ne vais peut-être pas le lancer, mais en tout cas, on le voit en bas à droite. En bas à droite, en fait, on voit on a une timeline. Hein. Le principe, c'est qu'on a des actions. On leur donne une date de début, une date de fin. On définit des responsables et on va voir en fait comment les actions s'enchaînent les unes après les autres. Et ça, c'est très intéressant parce que en croisant les ressources avec la timeline, avec la ligne de temps, on va se rendre compte qu'à un moment dans l'année ou à un moment dans le mois, on a beaucoup trop d'actions ou beaucoup trop de tâches qui sont attribuées à une ressource. Et puis, on se rend compte en plus qu'on a beaucoup trop de ressources sur un axe et qu'en fait, on ne va pas arriver à tenir la deadline parce qu'en fait, si on les met toutes bout à bout, on se rend compte que la deadline qu'on s'était donnée, elle n'est pas compatible. Il y a un moment, il faut 15 jours pour faire une mise en place de campagne, il faut 15 jours pour avoir 3 semaines pour avoir un premier retour. Donc là, voilà, il me faut un mois et une semaine, il me faut 5 semaines. Et moi, je me suis mis 3 semaines. Et quand je regarde ma timeline, je me rends bien compte que mes 5 semaines, je n'arrive pas à les compresser pour les faire tenir dans 3 semaines. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est des outils sur lesquels on a déjà un peu échangé d'ailleurs avec Gabriel. C'est comment j'arrive, au-delà de ma matrice qui doit être affichée en permanence dans l'entreprise, donc tout le monde comprend bien le sens de chaque action et le sens de chaque indicateur, mais comment j'arrive à les décliner en petites tâches avec des outils très simples d'utilisation sur un poste de travail. Donc ça, c'est deux outils assez simples à mettre en place. Le Kanban, en plus, c'est des outils qui sont gratuits. Là, j'ai pris l'exemple Trello, c'est gratuit, en tout cas jusqu'à un certain nombre de tableaux. Après, là, j'ai pris un Zoho Project, par exemple, c'est gratuit jusqu'à 3 ou 4 utilisateurs. Et après, c'est 4 € par mois la licence par utilisateur. Donc, c'est des budgets qui sont très raisonnables en PME. Par contre, voilà, on donne les moyens à nos salariés et à la fois de travailler avec des outils modernes, des outils simples à utiliser et qui sont en phase avec la matrice. Donc voilà, donc je voulais juste vous donner ces exemples-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que la matrice, on peut très bien initialement l'utiliser sur des outils gratuits aussi. On a tous Excel en entreprise, ou alors l'idéal, c'est plutôt de l'avoir en ligne, hein, donc sur soit un Excel en OneDrive, soit sur un Google Sheet. Et puis après, avec des petits outils très simples à mettre en place aussi, dont certains ont peut-être entendu parler pas mal, notamment pendant le confinement. Il y a eu beaucoup de conférences là-dessus sur le no-code. Donc là, il faut quand même s'y connaître un petit peu, mais en tout cas, ça permet très simplement d'aller connecter différents outils. Donc là, on peut assez facilement connecter une matrice qui se trouve dans un Google Sheet vers des outils de gestion de projet. Alors Salesforce en PME, c'est un outil qui est plutôt rare, mais des Zoho Project, des celles-ci, là j'ai accompagné une entreprise de l'IRCE qui était sur celle-ci, des Sugar CRM, des HubSpot, ou même une suite Office ou la Google Suite, il y a beaucoup de possibilités. Donc voilà, en tout cas, c'est une manière avec des outils simples, assez peu onéreux, d'animer son équipe, parce qu'on est bien dans un problème d'animation d'équipe, autour de la gestion de sa tâche. Cette tâche qui, elle, va se traduire donc, qui va être mesurée avec un indicateur, se traduire avec une action et se traduire dans un objectif et pour permettre de réaliser la vision. Voilà. J'espère que ça a été à peu près digeste et compréhensible, tout ce que j'ai pu vous raconter. Donc, je ne sais pas si Christophe, je n'ai pas fait attention dans le fil de la conversation, s'il y avait eu beaucoup de questions ou pas. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, si ce n'est des gens qui étaient désolés parce qu'ils devaient partir, ils nous avaient prévenu en amont. Donc effectivement, en tout cas déjà, merci beaucoup Benoît et Gabriel pour à la fois ce retour d'expérience et puis ce transfert d'outils qui simples et efficaces. Alors est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Moi j'en ai quelques-unes, mais voilà, n'hésitez pas à prendre le micro carrément, hein. Bon, alors moi, je vais… Ah, oui, Franck, oui, dis-moi. Oui, Christophe. Écoute, c'était l'objet de la conversation que je voulais avoir avec toi cet après-midi. En fait, bon, Franck Paoli, moi, j'anime un fonds d'investissement qui s'appelle Connect, oui. dont le métier était d'accompagner la transmission d'entreprise, soit auprès du cédant,
en l'aidant à structurer et à préparer son entreprise avant la transmission, soit auprès du repreneur, en l'aidant à financer et à prendre en main sa nouvelle entreprise post-transmission. Oui, c'est Denis. Oui. Ah. Non, voilà, j'ai coupé son micro. Ah, donc, on en est arrivé sur ces dernières semaines un peu sans doute à une constatation proche de celle que vous avez faite chez IRCE. Bon, il se trouve que la proximité de nos raisonnements se confirme une fois de plus. Et nous sommes en cours de levée d'un troisième fonds qui aurait dû adresser le capital transmission et continuer à faire le métier tel qu'on l'avait pratiqué, que je viens de vous le décrire. Bon, il se trouve que, compte tenu du Covid, on pense qu'effectivement, à l'intérieur des entreprises, il va y avoir beaucoup de stratégies à revoir. Certaines vont souffrir, peut-être certaines vont disparaître et d'autres, au contraire, vont profiter de ces modifications pour rebondir. Et nous, c'est aussi sur ce dispositif, sur ce rebond qu'on souhaiterait accompagner les entreprises derrière le Covid. Et c'est un peu ce à quoi on va dédier le troisième fonds qu'on espère voir le jour à l'automne. Voilà, étant entendu qu'on va avoir quand même des exercices 2020 très dégradés, on a d'ores et déjà de grandes difficultés de lisibilité sur les activités à venir. On va avoir des entreprises très endettées par la facilité d'accès au PGE et on se dit que tout ça va conduire à des entreprises qui auront de gros soucis et d'autres qui pourront au contraire surfer sur la vague et se restructurer derrière tout ça. Et nous, on partage avec l'IRCE l'aspect accompagnement de l'entreprise. La différence, c'est que nous, on a vocation à investir aussi et puis à accompagner de l'intérieur aux organes de gouvernance. Donc, on est tout à fait sur cette même vision, Christophe, que l'IRCE. C'est ce que je voulais te dire cet après-midi. J'avais commencé à te faire un mail hier, puis j'ai été dérangé par tout un tas de coups de fil, et donc j'ai jamais fini mon mail, et donc j'en profite pour te le dire verbalement. Ça va. Donc, on en parlera tout à l'heure avec plaisir. Donc, ça veut dire que tu pourrais être intéressé effectivement par cette approche d'excellence opérationnelle et de Lean tel que nous l'a décrit. Tout à fait. Je m'excuse. Ouais, je coupe ton micro alors. Ok, merci Franck. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour Nadia. Oui, si je peux me permettre, bonjour. Écoutez, merci en tous les cas pour les webinaires. C'est le deuxième auquel je participe, c'est très intéressant. Moi, je m'apprête à reprendre une entreprise dans le sud de la France, du côté d'Avignon, une boîte qui fait 1,9 million de chiffre d'affaires avec une dizaine de salariés. Et autant je viens de grosses PME internationales et les concepts de Kanban, de Kaizen me sont très familiers, autant la population, l'équipe que je vais reprendre, ça lui sera vraiment du japonais. Donc, un culture d'autodidacte, c'est une entreprise qui, j'aurais dû vous le préciser, d'infographiste, donc dans le secteur de la communication, sur un secteur extrêmement niche. Les personnes qui me servent d'entreprise partent à la retraite, ils sont eux-mêmes des autodidactes. On commence à travailler à l'âge de 16 ans et n'ont pas du tout créé une culture dans l'entreprise en tous les cas de process, de stratégie. Alors, ils font du test and learn de façon très naturelle, je dirais. Voilà. Moi, j'aurais aimé avoir vos conseils. Comme vous faites pas mal de formations en PME, TPE, quand vous appréhendez une population qui est totalement néophyte par rapport à une structure, une approche très structurée de la stratégie et de ses déclinaisons en plan d'action, comment est-ce qu'en général ça se passe? Quels seraient vos conseils à cet égard? Alors, je ne sais pas si Christophe, tu veux. Moi, je peux faire un début de réponse si vous voulez. Et après, bien sûr. En fait, le principe, encore une fois, c'est la lisibilité. Donc, si vous l'avez pratiqué effectivement à plus grande échelle, dans une petite structure, ce qu'on voit, c'est que quand on a une personne comme vous qui arrive avec des méthodologies, ça peut être dangereux parce qu'en fait, si c'est apporté d'une manière un peu générale,
ça peut être perçu d'abord comme étant elle nous prend vraiment pour des cons, elle connaît des trucs qu'on ne connaît pas, voilà, c'est hyper structuré, ça va être compliqué à mettre en place, elle nous gonfle, etc. Enfin, voilà, ça peut être vu comme ça. Moi, je pense que la bonne stratégie, c'est d'expliquer en fait. Il faut un peu faire ce que j'ai fait aujourd'hui de manière simple, c'est d'expliquer quel est le sens de la démarche. C'est que si vous voulez impliquer les collaborateurs, c'est pas et c'est souvent perçu comme étant l'œil de Moscou. En fait, je ne mets pas mon nez dans vos affaires, je vais vous responsabiliser, je vais vous expliquer le sens, donc je vais vous impliquer dans mon projet d'entreprise. Ce projet d'entreprise, ce n'est pas moi qui en ai la maîtrise, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui êtes les ouvriers au quotidien, donc c'est vous qui allez réaliser en fait le projet. Moi, je suis là pour vous accompagner. Et moi, j'aime bien cette notion de chef d'orchestre. Dans le lean, c'est vraiment le principe, c'est qu'en fait, on est dans l'abandon, dans le faire et non pas le faire. Oui, on responsabilise énormément. Oui, c'est très motivant d'ailleurs pour les équipes en général, quand ça se met bien en place. Il faut l'expliquer. En fait, je pense que tout simplement, puisque vous connaissez les principes, c'est simplement l'expliquer. Et l'intérêt de la matrice et d'autres outils, il y en a plein. Là, je pense à cet exemple-là parce que je le trouve très pragmatique et je le trouve malheureusement méconnu en PME alors qu'il est assez simple à mettre en place. En tout cas, à bien mettre en place, il faut bien se faire attention à la manière dont on le met en place au départ, à bien s'assurer effectivement que tout est clair. Parce que si vous ne définissez pas bien votre stratégie, vos objectifs et votre plan d'action, en fait, vous allez aussi perdre de l'adhésion. Donc moi, ce qui me semble très intéressant, c'est d'expliquer l'outil, que vous ayez déjà une vision. Je pense que si vous reprenez l'entreprise, vous avez déjà une idée de l'endroit vers où vous voulez l'emmener, mais c'est sans doute quelque chose pas forcément clairement défini, peut-être un petit peu flou. Là, ce qu'il faut faire, c'est embarquer l'équipe. Une fois que vous avez avancé un petit peu, il ne faut pas les emmener trop tôt, mais une fois que vous avez cerné le profil de l'équipe, c'est commencer à les emmener dans les objectifs et dans le plan d'action. C'est leur faire une proposition, leur montrer que vous restez le chef d'orchestre, donc montrer que vous avez la méthode, etc., mais qu'eux ont plutôt le savoir. Donc, comment est-ce qu'on arrive à marier ce métier de chef d'orchestre avec le savoir à travers des objectifs et à travers un plan d'action? Vous pouvez leur proposer un plan d'action, des objectifs et le retravailler avec eux. Moi, c'est comme ça que je procéderais, mais en étant hyper transparent. Et une question à vous, Christophe, qui a accompagné beaucoup de repreneurs. C'est le CRA qui m'a conseillé de me rapprocher de vous, enfin en tous les cas d'étudier ce que fait l'IRCE. Donc je sais que vous accompagnez beaucoup de repreneurs, donc une amie à moi, je crois, qui est passée entre vos mains, qui est Maria Roman. Oui, bien sûr. Qui doit être avec nous là ce matin, elle était là tout à l'heure. Et donc une question à vous, selon votre expérience, est-ce que vous conseillez de mettre ceci en place dans les 100 premiers jours ou d'attendre d'avoir un peu mieux compris, maîtrisé les tenants et les aboutissants dans l'organisation avant de l'évoquer? À mon sens, ça serait plutôt… D'ailleurs, de toute façon, il y a un accompagnement qui se fait avec le cédant. Je pense que c'est quand même plus facile à mettre en place quand le cédant n'est plus présent du tout qu'avant, mais j'aimerais avoir votre retour. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai tendance à faire la distinction entre la méthode et l'outil. Et moi, j'ai tendance à dire que l'outil, notamment dans sa forme visuelle, elle peut arriver dans un second temps. Je pense que dès le démarrage, c'est un outil en termes de méthode qui me paraît incontournable à avoir, puisque la grosse problématique souvent dans une entreprise qu'on reprend, c'est qu'on n'a pas forcément chez les individus qui composent l'entreprise la corrélation entre l'action qu'ils font et la participation à la stratégie de l'entreprise. Et ça, pendant trop longtemps, alors après, ça dépend bien sûr du style de management qui a été mis en place, mais souvent dans la TPE, PME, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un pilote, mais qui est quasiment seul maître à bord et qui donne un sens, sans forcément expliquer ce sens. On le voyait tout à l'heure dans le sondage, entre d'un côté, j'exprime ma stratégie et de l'autre côté, je la fais exprimer par les salariés. Déjà, il y a une distance assez importante. Donc moi, j'ai tendance à dire que dès le démarrage, il faut bien sûr se caler, je dirais dans un premier temps, dans les chaussons de l'autre, hein, donc du cédant, mais assez rapidement, essayer de voir en quoi les axes stratégiques qui ont été mis en place sont partagés par les salariés et ramener progressivement les individus sur leur ressenti. Ne serait-ce que de leur poser la question, de dire, ben voilà, vous, dans votre quotidien, est-ce que vous arrivez, alors pas forcément sous cette forme-là, il faut mais l'idée c'est ça, c'est est-ce que vous arrivez à faire le lien entre votre action et la stratégie, en quoi vous êtes utile dans l'entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment, je dirais, de la bienveillance et de l'empathie à l'égard d'un salarié qui souvent a été complètement déconnecté. Donc oui, moi j'ai tendance à dire que dès le démarrage, il faut le mettre en place, au moins dans la méthode, et une fois que le cédant est parti, et là je vous rejoins tout à fait, c'est comment faire en sorte que les salariés vont s'approprier cette méthode pour faire le suivi. Hein, voilà. D'accord, très bien. Merci à tous les deux.
Bah, merci. Alors, il y avait une question, donc je vais reprendre le chat. Il y a Denis Benoît qui nous dit le lean amène souvent à des stocks zéro pour réduire les coûts. La pandémie Covid semble remettre en cause certains aspects de la stratégie d'approvisionnement. Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti par rapport à ça? Ah, Oui, oui. Enfin, sur le fait d'avoir du stock ou de ne pas en avoir, effectivement, le lean, l'objectif, c'est de savoir quel est le bon stock. En fait, le principe du lean, c'est on fonctionne en tiré et non pas en poussé. C'est-à-dire qu'en fait, on doit adapter, l'entreprise doit fonctionner en fonction du client. Donc, le principe, c'est chez McDo. Chez McDo, on produit un hamburger à partir du moment où le client l'a demandé. Okay, ou en tout cas, si on en produit en avance, c'est vraiment qu'il y a une forte demande. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du tiré. C'est un flux tiré. Le flux poussé, c'est je produis, je mets en stock. Et voilà, parce que j'ai évalué, j'ai fait du prédictif, j'ai considéré qu'on allait manger 10 hamburgers dans la matinée. Le problème, c'est qu'il faisait pas beau, et donc il y a eu un seul client, j'ai jeté un hamburger. Ça, c'est un des principes du lean. C'est le tiré versus le poussé. Donc oui, la tendance, effectivement, c'est d'aller dans ce sens-là. Mais le lean, encore une fois, c'est une méthodologie qui est agile. Donc en fait, c'est de se dire que peut-être qu'il faut que je fasse 3 hamburgers. Je ne vais pas en faire 10, j'en fais 3 parce que je sais qu'il y a une probabilité que j'en vende 5. En moyenne, j'en ai vendu 5, donc je pourrais en faire 10 pour être sécure. Et puis, je pourrais en faire qu'un quand il arrive. Moi, je me dis, j'en fais 2 ou 3 d'avance. Voilà, c'est les classiques. C'est souvent la réponse, elle est souvent dans le gris, elle est rarement dans le noir et le blanc. ok, merci. On a une autre question d'Emmanuel qui nous dit, peut-on préciser les 8 types de gaspillage qui ont été abordés au début de la présentation? Alors, je vais vous laisser chercher sur Internet, parce que là, ça va durer longtemps. En fait, il y a un moyen mémotechnique qui s'appelle le Team Woods, okay, qui est donc c'est l'inventory, l'équipe, le timing, l'inventory, la motion. Enfin voilà, vous chercherez le travail. Et le dernier, qui est le 8e, parce qu'au départ, il y en a 7 des muda. Ça, c'est le muda en japonais, les gaspillages. Et moi, un que j'aime beaucoup, qui est arrivé tardivement, c'est la compétence. C'est la non-optimisation des compétences. Si on a une compétence dans l'entreprise, on ne l'exploite pas. Et ça, c'est un vrai gaspillage. Donc, je le prends souvent en exemple parce que les autres sont assez évidents. Il y a overproduction, il y a overprocess. Voilà, donc ça, c'est des trucs classiques. Le delay donc le retard. Mais cherchez sur Internet, vous faites les 7 muda ou les 8 muda, vous allez voir MUDA. Muda, MUDA. Internet regorge d'informations sur le sujet. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Parce que là, on arrive effectivement au terme de… Alors, on ne va pas être jeté dehors par Zoom, hein, je vous rassure, mais comme on arrive au terme de l'engagement qu'on avait avec vous, que ça dure 1 heure. Il y avait juste une question, donc là, je pense que on a fini le webinaire. Merci. Il y avait une question de Brigitte sur la signification du nom de ton entreprise, Benoît. Ça intrigue beaucoup. On en parlera en messagerie privée si vous voulez. Ouais. Bon, allez, ça va. Bon, Bon, en tout cas, je précise juste que ça n'est pas Queen-Yoman. Parce que les gens me demandent souvent, c'est comme tes Bretons en fait. Ça a à voir avec le Queen-Yoman. Non, ça n'est pas Queen-Yoman, c'est Rewind 9. ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que dans le chat, tout est OK. Non, Maria qui nous dit merci. Voilà, bah, écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr. Alors, le replay sera disponible très rapidement, à la fois sur l'appli d'IRCE et sur le site également. Et voilà, et on est bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à la fois sur cette intervention et puis sur les différents parcours de l'IRCE. Nadia, pour la reprise, n'hésitez pas. Boris, chez nous, se fera un plaisir d'échanger avec vous et moi de même. Donc, n'hésitez pas. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous. Très intéressant, Benoît. C'était bien, c'était très clair. Bon, eh ben, merci, Brigitte. Tant et mieux. puis, voilà, de toute façon, il va être… voilà. On a le replay. Je vais finir l'enregistrement. À très bientôt. Merci.